L'exercice numéro 70 est un exercice où on va justement jouer avec les isomorphismes pour pouvoir déterminer la dimension d'un espace vectoriel. Alors on nous demande de démontrer que cet ensemble-là est un sous-espace vectoriel de L2E et de calculer sa dimension. Donc c'est l'ensemble des applications linéaires de E dans E, donc des endomorphismes de E, qui envoient les vecteurs de l'espace vectoriel F sur les vecteurs de l'espace vectoriel G. Fort bien. Alors pour démontrer que cet objet est un sous-espace vectoriel de E, ici peut-être que la raison ce serait de revenir à la définition et montrer que c'est un sous-espace vectoriel de E. Alors, je vais peut-être le faire oralement, puisque l'application... Bon, je ne vais pas le faire oralement, je vais le démontrer. Donc on revient à la définition, je vais démontrer que G est un sous-espace vectoriel de l'ensemble des endomorphismes de E. Alors pour cela, je vais déjà démontrer que ce n'est pas... Bon, déjà il est inclus dans L2, pardon, on commence toujours par l'inclusion. Il est inclus dans L2, là c'est simplement par définition, il n'y a rien à dire. Je vais tout de suite dire que G ne se réduit pas à l'ensemble vide, et ça c'est évident, puisque l'application nulle fonctionne. Effectivement, si vous prenez l'application nulle des endomorphismes de E, et si vous appliquez ça à un vecteur de n'importe quel vecteur de E, vous allez récupérer le vecteur nul de E. Le vecteur nul de E qui fait partie de G. Donc la fonction nulle, si vous l'appliquez à n'importe quel vecteur de E, vous retombez sur un vecteur de G. Si ça marche pour n'importe quel vecteur de E, ça va aussi marcher pour les vecteurs de F. Donc on récupère en particulier que quel que soit x appartenant à F, si j'applique la fonction nulle à x, j'obtiens le vecteur nul de E qui est un vecteur de G. Donc on vient bien de démontrer que si j'applique l'application nulle sur les vecteurs de F, ce que j'obtiens c'est l'ensemble singleton vecteur nul de E, qui est évidemment un élément de G. On vient donc bien de démontrer l'inclusion entre les deux. Alors c'est plutôt inclus, puisque là j'ai pas écrit le vecteur nul, j'ai écrit le singleton vecteur nul, ce qui n'est pas la même chose. Donc là c'est une inclusion. Bon, il ne nous reste plus qu'à démontrer la stabilité par combinaison linéaire. Donc on va prendre deux scalaires. Ici il faut que je regarde s'il y a un corps qui est fixé, oui, K. Je prends deux scalaires alpha, bêta appartenant à K. Et puis je vais prendre U et V, deux applications qui sont dans l'ensemble grand G. L'objectif est de savoir si alpha U plus bêta V est encore un élément de grand G. Pour ça, il faut qu'il envoie les vecteurs de F sur les vecteurs de G. Donc je vais tout de suite me donner un vecteur de F et je vais regarder ce qu'il se passe. Donc je me donne un vecteur de F, je lui applique cette fonction et je regarde si je m'envoie dans G. Je traduis déjà les définitions. L'image de ce vecteur par cette application, c'est alpha U de x plus bêta V de x. Or, comme l'application U est une application de G, je sais qu'elle envoie n'importe quel vecteur de F sur un vecteur de G, ce qui veut donc dire que le vecteur qui est ici est un vecteur de G. C'est exactement le même raisonnement pour V, puisque V est également un élément de G. Ce que j'obtiens ici, c'est une combinaison linéaire d'éléments de G, ce qui veut donc dire que ceci est un vecteur de G, puisque G est un sous-espace vectoriel de E, il est donc stable par combinaison linéaire de ces éléments. Donc on vient bien de démontrer que n'importe quel vecteur de F s'envoie sur un vecteur de G. Donc cette application-là envoie les vecteurs de F sur les vecteurs de G. On vient donc bien de démontrer que alpha U plus bêta V, si j'applique ça sur des vecteurs de F, je vais m'envoyer dans G. Donc alpha U plus bêta V est un vecteur de l'ensemble G. Donc G est inclus dans L2E, non vide puisque contient la fonction nulle, est stable par combinaison linéaire de ces éléments. Donc on vient de démontrer que G est un sous-espace vectoriel de L2E. Alors maintenant, comment faire pour trouver sa dimension? Alors, il y a plusieurs voies possibles. On pourrait chercher une famille génératrice, et après s'arranger pour montrer qu'elle est libre, ce qui ne paraît pas très évident. Ou alors agir par isomorphisme, c'est-à-dire montrer qu'il est isomorphe à un ensemble dont la dimension est plus simple à calculer. Alors, pour ça, ça serait raisonner avec les matrices, bien sûr. Ça serait passer d'une propriété géométrique sur les applications aux matrices. Alors, pour passer d'une propriété, d'un endomorphisme à une matrice, il nous faut des bases. Alors là, je ne vais pas prendre n'importe quelle base de E, puisqu'il faut que ces bases-là mettent bien en évidence ce que l'on a ici.
C'est-à-dire ces bases doivent mettre en évidence le fait que U de F est inclus dans G. C'est-à-dire que les vecteurs de F doivent nécessairement s'envoyer sur les vecteurs de G. Pour pouvoir suivre l'histoire, on va prendre une base de F. Donc cette base de F, je vais l'appeler F1. F, c'est un espace de dimension P. Donc Fp, une base de F. Et je vais considérer une base de G pour suivre ce qui se passe dans G. Donc je vais appeler cette base G1, GQ, une base de l'espace vectoriel G. Qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, on peut dire a priori que si mon application, elle envoie tous les vecteurs de base sur des vecteurs de G, j'ai gagné. Donc, si j'ai à considérer des matrices, j'ai tout intérêt à ce que mes matrices prennent en compte la spécificité de ce qui se passe au départ et de ce qui se passe à l'arrivée. Donc, ce que je vais dire, c'est qu'avec ces bases-là, je vais construire des bases de l'espace vectoriel E. Alors, vous allez me dire, là, il va manquer des vecteurs, parce que dans E, j'ai a priori une dimension n qui est plus grande que P, puisque F est un sous-espace vectoriel de E, donc il va falloir rajouter des vecteurs. Ça, c'est pas un problème. On sait que cette famille est libre dans E. Donc cette famille, c'est une base de F, donc libre vue dans l'espace vectoriel E. Je vous rappelle que l'espace vectoriel E, il contient F. Donc on peut appliquer le théorème de la base incomplète. On peut la compléter, cette famille. On peut la compléter en une base de l'espace vectoriel E. De la même façon, cette famille de vecteurs de G, comme G est un sous-espace vectoriel de E, cette famille, elle est libre dans E, donc on peut la compléter en une base de E. Alors les vecteurs, je vais les appeler Fp plus 1 jusqu'à Fn, Gq plus 1 jusqu'à Gn. Donc je vais définir comme ça deux bases de E, la base F que je vais appeler F1, Fn, et la base E ronde que je vais appeler G1, Gn, puisque le terme G, il est déjà pris. Et moi, ce que je vais faire du coup, puisque ces bases-là, elles sont construites sur mesure, je vais utiliser un isomorphisme, donc une application qui conserve la dimension, en prenant comme base au départ la base F et comme base à l'arrivée la base E ronde. Et je vais regarder ce que cette application linéaire elle donne lorsque je me limite aux éléments de G. C'est-à-dire que cette application-là, je ne vais pas la voir sur L2 tout entier, mais je vais la voir sur l'ensemble G, c'est-à-dire l'ensemble des applications définies sur E à valeur dans E qui vérifient cette propriété. Alors là, vous voyez que la subtilité, et il y en a une, c'est que je ne mets pas la même base au départ et à l'arrivée. Donc je ne vois pas U comme un endomorphisme, mais comme une application linéaire, puisque je munis l'espace de départ de F et l'espace d'arrivée de la base E ronde. Et ce que je vais regarder, c'est la tête d'une matrice dans la base F et dans la base E ronde d'une application de G, c'est-à-dire quelles sont les contraintes, les conditions nécessaires qui s'appliquent sur les coefficients de cette matrice. Ça, c'est pour avoir une idée de l'ensemble qui va se trouver ici. Bon, c'est parti, je fais ma petite légende. Donc là, je vais avoir U de F1 jusqu'à U de Fp. Et puis là, je vais avoir les autres vecteurs de la famille. Et à l'arrivée, je vais avoir les vecteurs G1, etc., GQ. Et là, ensuite, je vais avoir les autres vecteurs de la famille. Sur qui j'ai des contraintes? J'ai des contraintes sur les vecteurs qui forment une base de F, puisque tout vecteur de F doit s'écrire comme combinaison linéaire de vecteurs de G. Ce qui veut donc dire que le vecteur U de F1 il doit s'écrire comme combinaison linéaire de ces vecteurs-là. Donc le vecteur U de F1 il s'écrit comme combinaison linéaire des vecteurs de G1 jusqu'à GQ. Ce qui veut donc dire que toutes les composantes d'après sont toutes nulles. Ce que je fais pour le vecteur U de F1 est valable jusqu'au vecteur U de Fp. Où ici, mon vecteur il se décompose comme combinaison linéaire de ces vecteurs-là, mais que de ces vecteurs-là, puisque je dois absolument traduire le fait que U de F est inclus dans G. Donc là, la traduction de U de F inclus dans G, elle se lit sur les colonnes qui sont ici. Ces colonnes qui sont ici ne devront se décomposer que par rapport aux vecteurs de G1, GQ, c'est-à-dire les vecteurs qui permettent de définir G. Sur les autres coefficients, est-ce que j'ai des contraintes? Là, j'ai des contraintes uniquement sur les vecteurs de F. Donc, sur le supplémentaire de F que j'obtiens en complétant la famille F1-Fp, je n'ai absolument aucune condition qui sont imposées. Donc là, ma matrice, elle va avoir des coefficients quelconques.
là, ce que je suis en train de dire, ça a un double effet, c'est que la matrice de U dans ces bases-là, elle aura nécessairement cette tête-là, et si je prends une matrice qui a cette tête-là, elle va bien envoyer les vecteurs de F sur les vecteurs de G. Ce qui veut donc dire que j'ai une bijection, cette application définit une bijection entre G et les matrices qui ont cette tête-là. L'ensemble des matrices qui a cette tête-là, je vais l'appeler oméga. Et comme cette application-là est un isomorphisme, puisque c'est une application linéaire bijective, entre G et l'ensemble des matrices de cette forme, on peut tout de suite dire que la dimension de G, c'est la dimension de oméga. Mais la dimension de oméga est très facile à calculer, puisque tous les coefficients qui sont ici sont libres. Donc les matrices de oméga s'écrivent comme combinaison linéaire des matrices qui sont récupérées avec les étoiles là. Donc en fait, il suffit de compter le nombre d'étoiles que j'ai, c'est-à-dire les coefficients qui peuvent prendre absolument n'importe quelle valeur. Et je vois que oméga, en fait, c'est l'espace vectoriel engendré par les matrices de la base canonique, mais uniquement pour des indices qui correspondent à des étoiles. Donc il suffit de compter les indices qui correspondent à des étoiles, et j'aurai la dimension de oméga. Eh bien, ce que je vais faire, en fait, je vais plutôt regarder le nombre de coefficients que j'ai dans cette matrice, j'en ai n carré, et je vais enlever la partie qui est là. Puisqu'a priori, compter les étoiles, c'est la même chose que compter les zéros qui sont ici. Or, des zéros ici, ben, là, je vais avoir combien de lignes concernées? J'en ai n-q, et là, je vais avoir combien de colonnes concernées? J'en ai p. Donc, le nombre de zéros que j'ai ici, c'est exactement p multiplié par n-q. Donc, la dimension de oméga, c'est p carré, n carré, pardon, moins p, multiplié par n-q. On vient de calculer la dimension de G. Donc là, on voit qu'on a un problème géométrique. Ce problème géométrique, on va le transporter dans les matrices. On va regarder donc cette application qui est un isomorphisme, vers quel ensemble de matrices elle nous envoie. On identifie les conditions nécessaires et suffisantes qui sont imposées sur les coefficients des matrices. Et on n'a plus qu'à calculer la dimension de l'espace de matrice qu'on récupère, dimension qui est très facile à calculer, puisqu'on obtient une famille génératrice de cet espace vectoriel qui est de vecteurs de la base canonique. On n'a plus, puisqu'on n'a aucune relation entre les étoiles qui sont ici, qu'à compter le nombre de paramètres différents, et c'est gagné.